presque 15 ans que je vis de ma passion, un peu moins de 10 ans que je suis sur YouTube et environ depuis 4 ans que je vis grâce aux sculptures 3D que je réalise pour les passionnés de figurines. Donc là, maintenant, je décide de faire un petit vlog aussi parce que vous avez été nombreux à me le demander, concernant un petit retour d'expérience, de vie, jusqu'à maintenant en tout cas, parce que j'espère que c'est pas fini. Alors avant de commencer, déjà, j'aimerais juste faire un vraiment sincère, immense merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent en fait tous les mois sur Tipeee, sur Patreon ou sur Tribe de My Mini Factory. Parce qu'aujourd'hui, c'est clairement grâce à vous que je vis. Alors oui, je sais bien que vous le faites pas pour rien, vous le faites pour avoir des nouvelles figurines tous les mois, etc. Mais n'empêche que c'est ces petits ruisseaux qui font des grandes rivières et que bah voilà, bout à bout, les quelques euros que vous donnez chacun font qu'aujourd'hui je me verse un salaire, que j'en vis bien et que et du coup je voulais vraiment sincèrement vous remercier parce que bah voilà, parce que au même titre que un auteur de livre ou qu'un artiste ou que je ne sais qui d'autre, euh, sans sans le public, on n'existerait pas des masses. Donc vraiment un sincère merci à vous. C'est pour vous que je continue, c'est pour moi aussi parce que j'adore mon travail, mais c'est aussi pour vous. Et j'espère que je vais continuer à faire des figurines qui vous plaisent, et puis des vidéos aussi qui vous plaisent. Bon, je vous ai calé dans un arbre, euh, histoire de continuer la vidéo. Alors maintenant, on va en venir à quoi? On va en venir un petit peu à plein de questions que vous avez été nombreux à me poser. Et puis je vais quand même vous faire un petit déroulé. J'ai essayé de prendre quelques notes, mais c'est pas simple. N'oubliez pas que c'est un vlog et que le but c'est que je parle un peu en freestyle. Que vous écoutiez ça pendant une séance de peinture ou je ne sais quoi, parce que ma tronche n'a pas grand intérêt. Donc je vais essayer voilà, d'accompagner votre séance de peinture, par exemple, ou autre. Donc déjà, il faut que je fasse un petit résumé sur qui je suis, parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ne me connaissent pas depuis le début, et ce serait bien logique. Donc je m'appelle Aaron, ma boîte c'est Esquisse Miniature. Je suis auto-entrepreneur, je suis toujours auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui est en voie de changer, mais n'empêche que je suis toujours auto-entrepreneur. Grosso modo, à 25 ans, avant ça, j'ai fait d'autres trucs professionnels. Et à 25 ans, je me suis dit non, mais mon truc, c'est la figurine, il faut que j'arrive à en vivre. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Ça, c'était il y a 25 pieds. C'était à 25 ans, donc il y a 15 ans. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai peint des figurines pour les autres. J'ai énormément peint. Vraiment des armées complètes, que ce soit au début à titre dans une association, des copains qui n'avaient pas le temps de peindre, souvent des gens plus vieux que moi, plus âgés, qui avaient moins de temps. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers sous dans le milieu de la figurine. Et à côté de ça, je continuais à crafter des trucs, crafter des décors, sculpter des figurines, à l'époque en green stuff milliput, à l'ancienne quoi. Et que j'ai fait que j'ai fait mes mains entre guillemets sur quelque chose de plus professionnel, parce que la passion de la figurine, je l'ai depuis que j'ai 7 ans. Donc voilà. Ensuite, il y a environ 10 ans, un peu moins, 8-9 ans, donc je devais avoir 31, 32 ans, quelque chose comme ça, j'ai décidé d'ouvrir la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes et que vous êtes en train de regarder. Une chaîne YouTube où le but, d'ailleurs il doit y avoir les premières vidéos encore en ligne, où le but c'était juste de partager ma passion en fait. Vraiment partager ma passion, de trouver d'autres personnes, parce qu'il se trouve que j'habite à la campagne. En gros, dès que j'ai eu 25 ans, je suis parti des villes. Je suis né à Lyon, hein, mais je suis parti de la ville et je me suis installé à la campagne. La ville me plaisait pas plus en fait, tout simplement. Euh, et, euh, et du coup, à la campagne, c'est plus compliqué en fait de trouver des copains qui ont la même passion que nous. C'est quand même vraiment plus compliqué, bien qu'il y en ait. Mais voilà, il y a beaucoup moins d'associations, il n'y a pas de magasins de figurines, ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, bah allez, on va essayer YouTube. Internet, c'est aussi ça l'atout majeur. C'est un réseau social immense. On y trouve le pire, mais on y trouve aussi le meilleur. Et du coup, j'ai monté cette petite chaîne YouTube. Au début, c'était des tutos peinture, des tutos décor, des tas de trucs dans ce genre-là. Et j'ai commencé à avoir un petit peu de public, mais c'était vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, ça, c'est un petit point que je vais préciser tout de suite concernant le nombre d'abonnés. Déjà, de mon côté, ça n'a jamais été un facteur important. Si je le fais, c'est pour le plaisir de le faire. Et j'ai jamais eu la volonté de vivre de ma chaîne YouTube. Pas du tout. Ça n'a jamais été un objectif et je pense, ça ne le deviendra jamais.
pour avoir échangé avec d'autres créateurs de contenu. Euh, c'est pas un métier qui m'intéresse. Et du coup, YouTube, bah, ouais, les 3 premières années, j'étais à quelques centaines d'abonnés, quoi, pas plus. Il y a plein de gens qui, s'ils avaient voulu, s'ils avaient des prétentions, c'est pas un jugement, hein, sur un nombre d'abonnés ou je ne sais quoi, qui auraient arrêté, qui se seraient découragés ou autre. Moi, j'avais pas d'objectif en dehors de partager le truc et de rencontrer des autres passionnés, d'échanger des conseils, etc. Et du coup, pendant bien 3 ans, 3, 4 ans, je suis resté à moins de 1000 abonnés, ça c'est une certitude. Mais j'ai continué et j'ai essayé d'être régulier et surtout en fait, de partager mon kiff tout simplement, quoi. Donc ça, c'était il y a 8 ans. Et en fait, ça a été ma première porte ouverte sur Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que après mes 25 ans, quand je suis parti à la campagne, j'avais plus de téléphone portable, pour vous dire, hein, et Internet. Par contre, j'avais Internet parce que j'adorais jouer en ligne. Donc voilà. Donc j'avais Internet. Mais j'avais plus de téléphone portable. C'était aux grandes dames de mes potes qui ne pouvaient me joindre que sur Skype, sur PC, à l'époque. Et du coup, ma seule porte sur l'extérieur, c'était Internet. Et c'est là que j'ai continué à me renseigner énormément sur comment en fait on peut vivre en étant absolument pas diplômé dans le domaine, avoir absolument aucune compétence dans le milieu et trouver du boulot sur Internet tout simplement. Donc ça, c'était il y a 8 ans. Et en même temps, il y a l'impression 3D qui est sortie. Enfin, elle existe depuis un moment, l'impression 3D, hein. Mais elle est devenue accessible pour les particuliers, j'entends à des montants acceptables, à moins de 1000 balles, enfin 1000 balles maximum, quoi, il y a à peu près 8-10 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis lancé dans ce truc, et je me suis dit, ok, ce nouvel outil-là, l'impression 3D, c'est l'avenir, ça fait aucun doute. En plus, je kiffe ça, ça m'intéresse, c'est cool, c'est fun. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'y mettre à fond. Au début, j'en parlais pas sur YouTube. J'en ai vraiment très très peu parlé. Donc ouais, au début, j'en ai vraiment très très peu parlé sur Internet de YouTube, parce que de l'impression 3D, parce que j'étais débutant, j'étais ultra débutant. J'ai partagé parfois quelques galères que j'avais ou autres, mais le but c'était que je continue de progresser dans mon coin. Et par contre, je continue les services de peinture, la sculpture de figurines pour des fabricants ou même pour des passionnés. Et voilà. Et du coup, bah, YouTube depuis 8 ans. Et depuis 4 ans aujourd'hui, et c'est là encore que je vais dire merci aux gens qui me soutiennent pour avoir les fichiers 3D tous les mois. Et depuis 4 ans aujourd'hui, je vis grâce à mes fichiers 3D. J'ai pas un salaire ouf, mais en fait, déjà, j'ai une vie plutôt simple. Je suis vraiment pas du genre dépensier. Et du coup, ça me suffit amplement et je continue à sculpter, à sculpter, à sculpter. Et j'adore ça, voilà, tout simplement. Donc ça, c'était juste pour vous faire un petit résumé. Je me rends compte qu'il fait déjà presque 10 minutes de comment j'en suis là aujourd'hui. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste qu'aujourd'hui j'en suis là, je vis de la sculpture 3D depuis 4 ans et c'est trop cool. Et du coup, je vais reprendre mon, mon petit papier histoire de retrouver les thèmes que je voulais aborder et qu'on m'a demandé. Alors, pourquoi et comment j'ai commencé à travailler dans le numérique? Bah, je viens de le dire. Mes premières expériences et projets. Alors, bah tiens, je vais vous montrer là, juste à la place de ma tronche, je vais vous montrer les premières figurines que j'ai sculptées en 3D. C'est moche, hein, c'est super moche. Donc on voit quand même un facteur de progression par rapport à aujourd'hui, ou ce que je sculpte, et puis j'espère dans 10 ans encore mieux, quoi. Donc ça, c'était les toutes premières figurines. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très très géométrique, de vraiment moche, mais en fait c'est con, mais ça m'a permis de me faire, de prendre en expérience en fait, et surtout de pas considérer que c'est trop moche, et de quand même essayer de le jouer. Et de se rendre compte, du coup, de concrètement dans les mains, qu'est-ce que ça donne d'avoir une figurine qui est pas superbement sculptée. Est-ce que c'est chiant à peindre? Est-ce que ça a un beau rendu quand même sur une table de jeu? Est-ce que c'est acceptable pour les joueurs? Enfin bref, tout ce genre de points qui m'a permis de progresser, quoi. Les logiciels et outils que j'ai appris à maîtriser au fil du temps. Alors franchement, au début, au tout début, donc il y a 8 ans, c'était 3D Builder, Fusion,
et ZBrush. Ouais, en gros, c'était et Blender. Voilà. Et en fait, dans le fond, aujourd'hui, ça n'a pas trop changé, bien qu'il y a 4-5 ans, la VR est arrivée, donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle, pardon, et que depuis 4 ans, je sculpte en VR. En fait, depuis que j'en vis. Parce que j'ai réussi, grâce à cet outil-là, à être beaucoup plus productif, parce qu'on a un gain de temps qui est assez fou. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est ZBrush, Blender, Medium et Gravity Sketch, les 4 logiciels que j'utilise le plus souvent, quoi. Les projets marquants. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce qui a marqué le plus ton parcours professionnel sur les projets les plus marquants. Il y en a deux. Alors, il y en a un, c'est sur YouTube. Donc, c'est pas un projet vraiment professionnel, mais en fait, vu que c'est quand même lié à mon travail, bah, fatalement un petit peu. Celui qui m'a le plus marqué, c'est les bistrofigs. Le fait de rencontrer en fait d'autres créateurs de contenu autour de la figurine, voilà, de la passion de la miniature, et d'en faire des petites vidéos que je vous ai partagées comme ça, qui ont plutôt bien marché en plus, parce que c'est des podcasts et du coup il y a quand même un certain nombre d'écoutes et de vues. D'ailleurs, je vous invite, si vous les avez pas écoutés, à les écouter. C'est des interviews, des discussions entre passionnés, mais surtout des interviews où le but étant de rencontrer quelqu'un qui est un acteur amateur ou professionnel, mais quelqu'un qui est assez investi dans le milieu de la figurine, quoi. Et c'était génial en fait. Ça, c'était génial. C'est pas fini d'ailleurs, hein, parce qu'il y a encore plein de gens avec qui je dois discuter. Et puis on va refaire aussi des numéros avec des gens que j'ai déjà invités pour voir comment les choses évoluent, ce genre de choses. Mais ça, c'était génial. Ça m'a permis de rencontrer d'autres frappadingues comme moi de la figurine, de voir leur manière de faire, leur manière de penser. Enfin bref, ultra enrichissant à titre perso. Et j'ai l'impression que ça a plutôt plu, ce Bistrophique, donc c'est cool. Ça, c'était le projet YouTube. Et après, projet pro, et ben en fait, celui qui a le plus marché, et c'est celui qui m'a pris le moins de temps. C'est infernal, ça. Ça, c'est infernal, mais c'est comme ça que ça marche. Celui qui a le plus marché, c'est les rouleaux à texture, et qui marche encore aujourd'hui et qui m'a rapporté le plus d'argent. C'est les rouleaux à texture, parce qu'en fait, c'est universel. Et du coup, j'ai tapé un public vachement plus large que dans le milieu de la figurine. Puisque là, j'ai même tapé, il y a même des tas de mecs ou de femmes qui sont dans le milieu de la cuisine, de la pâtisserie, qui m'ont commandé des tas de rouleaux à texture, qui m'ont posé des tas de questions sur est-ce que ça peut être en contact avec la nourriture, ce genre de choses. Du coup, c'est là que j'ai fait des recherches sur les filaments, etc. Il y a les passionnés de crèche qui m'en ont commandé, il y a les passionnés de HO, donc de ferroviaire, de miniatures ferroviaires, enfin bref. En fait, dès que les gens font des trucs miniatures, les rouleaux à texture pour faire des briques, pour faire des murs, pour gagner du temps, bah ouais, c'est quand même très très cool. Et c'est le truc qui a vraiment le plus marché. Et encore aujourd'hui, je vends des rouleaux à texture. Et pourtant, je vous dis, hein, en termes de temps, j'ai dû bosser, et pas non-stop, hein, j'ai dû bosser 3 mois dessus, 2 ou 3 mois dessus. Parce que la phase de crash test a été longue quand même pour arriver à la bonne profondeur des reliefs, etc. sur le rouleau. La phase de crash test a été longue, mais après, maintenant que j'ai compris, faire un nouveau rouleau à texture, c'est 2-3 heures de boulot, quoi, pas plus. Donc ouais, ça c'est de très loin le plus rentable. Alors que quand je sculpte des figurines, c'est des heures et des heures et des heures, et j'ai un retour sur investissement qui est dérisoire, mais c'est la, la- la taille de mon catalogue qui fait que j'arrive à en vivre, quoi. Et puis vous aussi. Donc ça, c'est les deux projets, voilà, YouTube, Bistrofig et les rouleaux à texture. Et après, les figurines, s'il y en a un qui a bien marché, c'est l'armée moderne française. Voilà, celui-là, il a bien marché aussi. On m'a posé des questions sur le processus créatif. Juste pour info, à la fin, il y aura un FAQ plus précis avec des gens qui m'ont posé des questions très très précises auxquelles je vais répondre, mais je vais le mettre à la fin de la vidéo. Parce qu'il y a certaines questions auxquelles j'aurais probablement répondu avant. Le processus créatif, comment je trouve l'inspiration pour mes créations? Ça a changé, ça a changé. Au début, l'inspiration, je la trouvais en allant sur les sites internet des autres fabricants et en regardant ma collection de figurines à moi. Donc c'était énormément en fait d'observations des figurines alors à l'époque c'était surtout Zvezda, Italieri, LR, Airfix,
Hat, pour ceux qui connaissent. Qui y avait d'autres? Strelay aussi. Enfin bref, des marques de figurines 1/72e, donc une échelle en plus qui est de moins en moins connue aujourd'hui. Et ça a été énormément d'inspiration là-dessus, mais ça a aussi été beaucoup d'inspiration, Warlord Games, Perry Miniature évidemment, Victrix, enfin bref, tout ce genre de fabricants de figurines quoi. J'allais voir leurs figurines, j'en achetais pour regarder comment elles étaient faites, et je les peignais pour avoir la main dessus, enfin bref, c'est comme ça que j'ai progressé, ça c'était au tout début. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je m'inspire de ce que j'ai déjà fait et je me rends compte de comment je dois progresser, donc il y a vachement besoin d'aller regarder ailleurs en fait. Aujourd'hui, je vais plus sur les sites de figurines, déjà parce que j'en achète pas, parce que je l'ai fait, et puis ensuite parce que surtout aussi, je veux pas non plus arriver à faire comme les autres. Le but, ça reste quand même que mon contenu soit original et lié à moi, ma manière de voir le truc. C'est pour ça que mes figurines plaisent à certains et déplaisent à d'autres. Et du coup, aujourd'hui, je m'inspire pas de grand-chose. J'ai encore beaucoup de bouquins que je consulte de moins en moins parce que, ou alors sur des périodes un peu plus méconnues. Mais les Osprey restent une source d'inspiration géniale, les Funken, et bref, plein d'autres bouquins dans ce genre-là, avec des planches uniformologiques qui restent des inspirations vraiment, vraiment fortes. Et vraiment depuis pas longtemps, depuis 1 an ou 2, l'intelligence artificielle pour moi est un débloqueur d'inspiration. Là, vous allez me dire: «Ouh là là, il y en a certains qui sont anti-IA», et OK, mais laissez-moi juste vous expliquer. Heu, Quand je veux sculpter une nouvelle figurine, je sais ce que je veux en tête. Et après, ça dépend de chacun, hein. Je pense que tout le monde ne fonctionne pas du tout de la même manière sur le plan imagination. Moi, je l'ai en tête, mais je la vois pas. Je sais pas comment vous dire. Je ressens l'ambiance, je ressens l'odeur, la couleur de la figurine, je ressens sa pose, mais je la vois pas visuellement. Je n'arrive pas à la visualiser dans ma tête, quoi. Heu, Souvent, en fait, ce que j'ai en tête, c'est un truc écrit, en quelque sorte. Un truc écrit et ressenti. Et du coup, ce truc-là, en fait, je vais essayer de le mettre à l'écrit, justement. L'écrit, pour moi, c'est une étape extrêmement importante. Je le mets à l'écrit, donc Heu, c'est un, roublard, dans un univers médiéval fantastique, il est âgé d'environ machin, il est, mystérieux, alors qu'il est pas vieux, donc ça a pas de sens. Enfin bref, je vais vraiment le détailler à fond, et ensuite ce truc-là, je vais le prompter, donc en fait, je vais le réduire en taille, et tout en indiquant des mots-clés assez importants que l'intelligence artificielle a tendance à comprendre. Et ensuite, je vais envoyer ça à des IA, donc en l'occurrence DALL-E, Midjourney, c'est celle que j'utilise principalement, et elles vont me sortir des illustrations. Et là, j'en demande plein en fait. J'en demande vraiment plein, des dizaines. Et là-dedans, en fait, je vais dire, ok, c'est cette tête-là qui me plaît, c'est ce bras-là qui me plaît, c'est cette épée-là qui me plaît, ce corps-là, cette pose-là, ce fond-là. Bref, je vais faire un mix de tout ça. Ensuite, je vais le croquer, donc je le dessine, donc soit à la main, soit sur mon PC, sur ma tablette graphique, ou ma tablette tout court. Mais en gros, je me sers de l'IA pour avoir, c'est pas un modèle, c'est vraiment une planche d'inspiration, et ensuite je vais le redessiner, et ensuite, bah, je passe à la sculpture. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je procède, et c'est comme ça que j'arrive à avoir des bien meilleurs rendus, et pour autant du contenu original. Parce que je fais pas du calque, enfin, je chope pas en calque ou autre, je la redessine derrière et puis je la resculpte en plus. Donc aujourd'hui, mon processus créatif, c'est ça, c'est l'intelligence artificielle est assez importante dans ce processus. Euh, Hop, question sur les imprimantes 3D et autres équipements technologiques que vous possédez. Aujourd'hui, je ne pourrais pas travailler sans un ordinateur puissant. Mon ordi, il vaut 4-5 000 balles. Voilà, un ordinateur fixe qui vaut 4-5 000 balles. Donc c'est très cher. Très longtemps, j'ai eu des PC moins chers, mais je vous avoue que le confort d'un PC puissant qui rame pas, qui fait les calculs topologiques en 2 secondes, c'est un gain de temps de fou. Donc aujourd'hui, je pourrais pas travailler sans un PC.
Le casque VR, dans l'absolu, je pourrais m'en passer, mais c'est tellement confortable que c'est le truc que je rachèterais si je devais repartir de zéro. Euh, Petit détail, et qu'il y a une question qu'on m'a posée après, la souris ergonomique, vraiment. Très longtemps, j'ai eu une souris de gamer, les souris standards, quoi. Et il y a quelques années, je suis passé à la souris ergonomique. Vous savez, c'est les souris verticales. Vous avez le poignet qui est plus comme ça que comme ça. Franchement, ça, sur le long terme, ça a réglé plein de problèmes de dos. C'est un truc de fou, quoi. Donc vraiment, ça fait son taf, ce truc-là. Multi-écran. Ouais, j'ai 3 écrans sur mon PC, mais parce que j'en ai besoin. Enfin, je me suis habitué à ça. Je pourrais travailler avec un seul, mais franchement, c'est tellement confortable d'avoir plusieurs écrans. Et voilà, ça c'est sur l'aspect informatique. Et sur l'aspect imprimante 3D, il me faudrait au moins une FDM et une résine. La FDM pour les décors et la résine pour les figurines. Et aujourd'hui, si je devais prendre une seule FDM, ce serait une bambou, peu importe laquelle, elles sont toutes bien, vraiment. Mais à choisir, ce serait la X1, voilà. Parce qu'elle est fermée, surtout parce qu'elle est fermée en fait. Et qu'elle est ultra rapide, silencieuse, enfin bref, trop bien. Et si ce serait une imprimante 3D résine, ce serait une Elego, parce que j'ai aucun souci avec ces machines, et ce sera probablement la Saturn 3 Ultra. Voilà. Il y en a plein d'autres qui sont cool, hein. Et là, c'était une question qui m'a été posée comme ça. Venons-en à la journée de travail. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça fait? Bon, alors déjà, j'ai toujours pas été du matin, voilà. Donc aujourd'hui, ma journée de travail type, à la louche, c'est midi, 4-5 heures du mat, en gros, à la louche, quoi. Il y a des jours où je vais commencer un peu plus tard, et il y a des jours où je vais finir plus tôt ou plus tard, enfin voilà, ça dépend, mais ma journée type, c'est midi, 4 heures du mat. Donc ça fait des grosses journées, puisque ça fait grosso modo 16 heures de taf. Évidemment, pendant ces 16 heures, je ne suis pas à 100% sur le travail. Il m'arrive déjà, je fais toujours une pause dans la journée, déjà, ne serait-ce que pour manger le soir. Je mange jamais le midi, moi. Bah, concrètement, je fais quoi? Alors, dans la gestion aujourd'hui, ça, c'est un truc que j'aimerais bien réussir à me sortir de plus en plus, mais malheureusement, on est tous obligés de le garder quand on vit sur Internet. Quand on vit grâce à Internet, c'est la gestion réseau, quoi, la gestion du site Internet, la gestion de l'upload des fichiers, la gestion de YouTube, de ce genre de trucs. Ça doit facilement me prendre une heure par jour. Au moins 1 heure par jour, c'est sûr. Parfois 2, parfois 3, ça dépend quand j'ai du montage vidéo à faire. Voilà. Après, après sculpture, en général l'après-midi, je fais des sessions de 2 heures, en gros, avec une pause de 10 minutes pour aller fumer une clope ou boire un café. Mais je fais des sessions de 2 heures, parce qu'au bout de 2 heures, en fait, j'en ai plein le crâne. C'est aussi simple que ça. Au bout de 2 heures, j'en ai vraiment plein le crâne d'avoir le casque vert sur la tête. Donc, je fais une pause et je passe à autre chose. Et des fois, j'alterne avec ZBrush. Et puis ensuite, bah, surtout les crash tests aussi. Il faut savoir que souvent, enfin, le soir, vous allez me dire non, c'est le matin quand tu vas te coucher à 5 heures. Oui, c'est le matin, mais pour moi, c'est le soir. Quand je vais me coucher à 5 heures, je lance mes print crash tests. Donc en fait, avant d'aller me coucher, je mets tout sur mes clés USB. J'ai slissé mes fichiers, j'ai préparé mes fichiers 3D. Et avant d'aller me coucher, hop, je lance mes prints. Et du coup, le matin, quand je me lève, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais éteindre mes machines. Et un peu plus tard dans la journée, je vais faire le nettoyage. 1 heure ou 2 heures après, ou 3 heures après. Donc souvent, c'est dans l'après-midi. J'aime bien le faire l'après-midi, en début d'après-midi, parce que quand il y a du soleil, ce qui n'est pas tout le temps le cas, quand il y a du soleil, après, la polymérisation, je la fais dehors, au soleil, plutôt que d'utiliser la machine à UV. Donc ça, c'est comment je procède. Et puis, est-ce que j'ai des jours de repos? Non, mais oui. En fait, c'est ça tout l'intérêt de travailler à son compte et seul et de ne pas avoir d'équipe, parce que j'ai pas d'équipe, en dehors de ma chérie qui m'aide beaucoup dans mon travail, mais sinon je travaille avec personne d'autre, j'ai pas d'employé ou ce genre de choses. Bah, c'est que voilà, en pleine semaine, j'ai envie de rien glander une journée, bah je le fais. C'est rare parce qu'on va
je suis tellement passionné par ce truc-là que j'y pense tout le temps. Mais c'est pas rare, par contre, que je prenne 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour aller m'occuper du jardin, parce qu'on a un très grand jardin, que j'aille faire des travaux dans la maison ou je ne sais quoi d'autre. Mais en fait, le lundi, mardi, le dimanche, pour moi, ça a pas trop de sens ces jours de la semaine. Ça a du sens parce que je vois quand les magasins sont fermés pour aller faire les courses. Et d'ailleurs, ça, c'est le truc tout con, mais très souvent, je sais pas quel jour on est. Alors, je retrouve vite, mais ouais, je suis pas très connecté avec le quotidien. Ce qui me rapproche au quotidien, c'est mes enfants. Mais ça, c'est pas un sujet dont j'ai trop envie de parler. Peut-être que plus tard, eux auront envie de s'exposer sur Internet, mais pour le moment, c'est des enfants. Donc c'est pas trop un sujet que j'ai envie d'aborder. Je préfère leur garder notre cocon familial perso. Et puis en plus de ça, ils seront libres plus tard de parler éventuellement d'eux ou pas sur Internet. Donc voilà ma journée type. En gros, c'est ça. La nuit, c'est le moment où je suis le plus productif, sans aucun doute. De 23 h à 4 h du mat, je peux abattre énormément de travail. Vraiment, c'est le moment où je suis le plus productif. La journée, le problème, c'est que j'ai une attention très vite captée par autre chose. Et parce que je suis curieux de plein de trucs, en fait. C'est aussi le problème. Et puis tout m'intéresse. Puis aussi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement concentré. Et du coup, ouais, je peux être interpellé par plein de choses. Et du coup, la journée, je suis un peu moins productif. On m'a demandé si j'utilisais des outils de gestion administrative ou de gestion de projet. Alors, en dehors de ma comptabilité, qui est très légère parce que je suis auto-entrepreneur, non, pas du tout. Le truc que j'utilise, c'est le carnet de notes. Je ne l'ai pas amené parce que là, je suis dans la forêt. Mais c'est le carnet de notes. Vous savez, les blocs-notes avec des petites cases là, les feuilles qui s'arrachent. Et ça, par contre, ouais, c'est la vie. Ça, c'est la vie parce que dès que j'ai une idée, je la note. Dès qu'on me donne une idée, je la note. Euh, Personne serait capable de lire ce qu'il y a dans ce carnet, mais moi, je lis tout ce qu'il y a dans ce carnet. Et ouais, c'est vraiment un bloc-notes. Ça n'a aucun sens de comment c'est écrit. Il y a des dessins, il y a des croquis, il y a du texte, il y a des chiffres, des codes, plein de trucs. Mais ce bloc-notes m'aide énormément à pas perdre le fil. Parce que quand on a plein de projets en tête, c'est parfois dur de ne pas perdre le fil. On m'a demandé aussi niveau collaboration avec d'autres artistes, créateurs ou entreprises, euh, et comment ça se passait. Alors, j'aurais tendance à dire mal. Déjà parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez contrôle fric, donc qui aime bien garder le contrôle sur les choses. C'est quelque chose que je travaille, hein, on a tous nos défauts. Ça a ses atouts aussi, mais ça a quand même plus de défauts que d'avantages. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à travailler avec d'autres personnes, sans aucun doute. Quelque chose qu'il faut que j'arrive à améliorer ou pas, je sais pas, ça dépend de. Ça me rend pas malheureux au quotidien. J'ai l'impression que les autres s'en foutent un peu tant que je leur casse pas les pieds avec ça. Donc ça me dérange pas trop d'être comme ça sur le plan professionnel, j'entends. Et du coup, travailler avec d'autres, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand je me lance sur un truc, moi, j'y suis à fond, non-stop. Ça peut m'arriver de passer 1 mois sur un seul truc sans jamais m'arrêter d'y penser, entre guillemets. Alors, évidemment, après, il y a le quotidien hein, qui nous rappelle, et les enfants, je citais ça aussi, évidemment, sa chérie, enfin, le quotidien, quoi. Mais en dehors de ça, je peux passer non-stop. Et c'est très dur de trouver des gens comme ça. Des gens qui sont tellement accrochés à un truc qu'ils vont y aller à fond, à fond, à fond. Et du coup, quand tu commences à bosser avec d'autres gens, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Et du coup, souvent, tu es déçu de l'implication de l'autre. Et du coup, plutôt que d'être déçu de l'implication de l'autre, bah, tu retires l'autre. En tout cas, moi, ça a été mon réflexe au début. Aujourd'hui, j'arrive vachement plus à faire la part des choses là-dessus. J'arrive vachement plus à faire la part des choses. Et puis surtout, surtout globalement, je travaille pas avec d'autres. Voilà, tout simplement.
il y a ça aussi, c'est que je préfère que mon projet prenne plus de temps, qu'il soit peut-être un peu plus imparfait, et pour autant, bah, que je sois le seul maître à bord pour être sûr de comment, des dates, de comment ça va avancer, quoi. Donc collaboration, j'en ai fait avec des musées, ça s'est très bien passé. En fait, ça se passe très bien quand je suis soit le entre guillemets le client, soit le prestataire. Mais l'entre-deux, la collaboration, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Par contre, quand je suis prestataire pour des musées, par exemple, alors là, ça se passe nickel. Et quand je suis client, bah, ça se passe aussi nickel, enfin, je pense, quoi, en tout cas. Mais en tout cas, client à titre perso, là, j'entendais. Donc collaboration, pas trop. En dehors, après sur YouTube, ouais, carrément, des bistrophiques, des trucs comme ça, avec un immense plaisir. C'est toujours un kiff de parler avec d'autres gens, quoi. Les projets partenariats qui m'ont marqué, bah, Bistrophique, voilà, je le redis, mais vraiment, j'ai rencontré plein de gens. Du coup, maintenant, j'ai des contacts avec ces gens-là, je les vois avancer de leur côté, et c'est trop cool de voir la progression des gens. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Il y en a même certains, des moments où ça va pas, je leur envoie un petit message. Je sais que ça va rien changer à leur vie, mais c'est toujours un petit plaisir à ce moment-là de se sentir un petit peu soutenu, quoi. Challenge et réussite, les plus grands défis que vous avez relevés dans votre carrière numérique. Alors ça, c'est une question un peu trop large. Le plus grand défi, ça a été la rigueur, parce que je suis pas du tout quelqu'un de rigoureux à la base. C'était la rigueur de me forcer parfois à sculpter. C'est-à-dire qu'il y a des fois où t'as pas envie, tu as envie de peindre des figurines, tu as envie de, de, de toute autre chose, enfin d'être avec ta famille ou je ne sais quoi d'autre. Mais non, tous les jours, sculpture, sculpture, sculpture pour progresser et sans professeur, hein, encore une fois, parce que j'aurais pu progresser, enfin certaines personnes progressent beaucoup plus vite que moi, mais parce qu'ils ont un prof, parce que voilà, moi le but c'était vraiment d'essayer de tout faire de A à Z tout seul, en s'aidant évidemment de ce qu'on peut trouver sur internet, mais pas de formation ou autre, quoi. Donc ça a été sculpter, 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 et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. Donc voilà. Le plus grand défi, ça a été de me forcer à sculpter non-stop. Ce que j'ai appris sur justement ces réussites et ces échecs, bah, c'est vraiment une preuve évidente là depuis 10 ans que si tu t'arrêtes pas de faire un truc, bah, tu vas devenir de mieux en mieux. Enfin, tu vas être de meilleur, tout simplement, quoi. Vraiment, si tu t'arrêtes pas, fatalement, tu seras meilleur qu'un autre. Et à partir du moment où l'autre va, d'ailleurs, même dans le milieu sportif, c'est ça, dans plein de milieux, à partir du moment où l'autre va prendre des vacances, ou va bosser que 8 heures par jour, toutes les heures que tu auras en plus par rapport à l'autre fait que tu vas prendre du niveau. Même si tu n'as pas l'impression d'en prendre, sur la longueur, tu prends du niveau par rapport à l'autre, quoi, tout simplement. Donc ouais, c'est vraiment ce putain d'adage qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, sans aucun doute. Sans aucun doute. Comment mon travail numérique a influencé sur ma vie perso? Bah, je sais pas parce que c'est vraiment comme ça que je vivais de base. Donc en fait, ça a pas influencé. Je pense pas. Si, ça me fait peut-être être encore plus casanier. J'ai toujours été casanier. Je déteste partir en vacances. Enfin, déteste, c'est un grand mot, mais j'aime pas partir en vacances. Je préfère de très loin ce que les gens viennent chez moi, que je reçois toujours avec un immense plaisir. Et puis j'essaie de les mettre bien, etc. Ça, j'adore. Mais voilà, je suis pas du genre à aimer bouger, et c'est pour ça qu'on a trouvé cette vieille baraque, mais avec beaucoup, beaucoup de terrain pour avoir beaucoup de place, etc. Ça a influencé ma vie perso, non, pas trop. Les opportunités. Alors ça, on m'a demandé, est-ce que ça a créé des opportunités? Plein, vraiment plein, mais énormément qui n'ont pas abouti. Ça, c'est un truc qui arrive, je pense, dans la vie de tous les entrepreneurs. C'est qu'en fait, tu as énormément de gens qui vont dire: ah, j'ai machin qui veut créer un jeu de société, il aurait besoin de pions. Ah,
je voudrais sortir une nouvelle collection de figurines. Ah, j'ai un jeu de rôle et je veux sortir des figurines. Ça, je vais pas vous dire tous les jours, ce serait excessif, mais au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, je reçois un mail comme ça. Sur ces mails-là, il y en a 99% qui n'aboutissent pas. Parce que souvent, parce que souvent, en fait, les gens, quand ils envoient ce mail, enfin, dans la majorité des cas que j'ai reçus, c'est pas professionnel, en fait. C'est un truc, une marotte qu'ils ont en ce moment, et ils veulent essayer de lancer ce projet-là. Et puis, en fait, tu leur dis, OK, mais tu sais, ça va prendre, pour te sortir 1000 figurines, bah, j'ai besoin de 2, 3 semaines, quoi. Et du coup, là, et puis après, quand tu commences à parler de budget, alors là, c'est pareil, hein. Chez les Français, en plus, on est des spécialistes pour que ce soit compliqué. Donc, très souvent, ça aboutit pas. Excusez-moi, j'ai un livreur qui arrive. Ouais, excusez-moi, donc il y avait un livreur. Bref, peu importe. Du coup, pour la suite, j'en étais aux collaborations, enfin aux opportunités professionnelles. Il y en a eu d'autres qui ont été marquantes. C'était le fait de produire mes figurines en grande série. Donc l'idée, ça aurait été de se servir de mes modèles 3D pour créer des moules à injection plastique, pour ensuite les vendre comme les figurines de maquette, un 72e qu'on a connu, ou même Victrix ou Perry ou je ne sais quoi d'autre. J'ai une proposition là-dessus d'une grande entreprise, et, euh, et le truc, c'est que c'est un peu en dehors de ma manière de voir mon boulot. C'est que déjà, je veux pas qu'il y ait d'achats ultra compulsifs comme chez d'autres grands fabricants, où les gens stockent des boîtes de figurines et s'en servent jamais. C'est vraiment un concept qui me plaît pas ouf. Et puis ensuite, ouais, en fait, c'est con, mais il y a aussi le fait que du coup, ça ferait de mon boulot, à savoir l'impression 3D, enfin la sculpture 3D pour l'impression 3D, tout ce qui me plaît dans ce type de métier et surtout d'infrastructure entre guillemets industrielle, c'est que c'est un système qui nous permet de nous passer de beaucoup de choses. En tout cas, de réduire beaucoup de choses. Les camions de transporteurs, l'emballage, l'étiquetage, la gestion logistique, la surproduction, le stockage, enfin bref, tous ces trucs-là, on peut s'en passer avec l'impression 3D en n'imprimant que ce qui est vendu. Et je veux garder ce truc-là. Et en produisant en masse, j'aurais pu me faire pas mal de ronds par contre, mais ça va vraiment trop à l'encontre du concept que j'adore dans l'impression 3D. Et du coup, j'ai refusé. Et c'est pas grave. Je vais continuer à faire des fichiers 3D. Et voilà. Non, ça allait vraiment pas avec comment je vois le hobby. Surtout qu'en plus, ça reste une passion qui est absolument pas indispensable, qui est pas importante finalement. Enfin, elle est importante dans le cœur des gens et dans le mien aussi, ça c'est sûr. Mais je veux dire, c'est pas un truc vital qu'on est en train de produire, quoi. Si demain c'est la galère, on va arrêter d'acheter des figurines. Si demain on n'a plus les moyens, on va arrêter d'acheter des figurines. Et du coup, rajouter une couche, voilà, de surproduction et de surconsommation sur un truc qui est absolument pas vital, ça me plaît pas. Donc c'est pour ça que j'avais refusé ce partenariat-là. Et j'en ai reçu un autre il y a pas longtemps et je suis sur le point de refuser aussi, d'un autre fabricant qui lui est américain. Parce que le premier fabricant en question, il était anglais. Voilà. Vos meilleurs conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dans la modélisation 3D et l'impression 3D. En fait, je l'ai déjà dit, le faire. Et puis en plus, j'en ai déjà fait des vidéos, je crois. Mais faire. Voilà, faire, se viander, faire, se viander, faire, se viander, et pas se décourager. Être curieux, et au bout d'un moment, ça marche. Voilà. Le petit truc aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de concurrence, beaucoup plus qu'au début, que quand j'ai commencé. Et que du coup, vraiment, pour pouvoir se démarquer, la qualité de votre production ne va pas être le seul facteur. Vous pouvez faire des figurines splendides, ça va pas être le seul facteur de votre réussite. Aujourd'hui, ce qui va être aussi un facteur de réussite, c'est un truc pareil qui me saoule, mais c'est le marketing sur Internet, pour être visible en fait, juste pour être visible, pas pour
spread the world, vous voyez, pas pour vraiment être ultra connu ou autre, juste pour être visible. Parce que sur la plupart des plateformes aujourd'hui, il y a des algos qui font remonter tout le temps les trucs les plus vendus et du coup on ne voit que eux. En plus, ils ont plein de sous et du coup ils mettent un budget pub et communication de fou pour la plateforme, donc la plateforme est contente de ça aussi. Donc en fait on rentre dans une boucle qui fait que plus t'es vu, plus t'es vu, et que moins t'es vu, moins t'es vu. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le point majeur si vous sculptez des figurines et si vous insistez là-dessus. Malheureusement c'est la com. Et du coup, voilà, utiliser peut-être des moyens parallèles, comme je suis en train de le faire via YouTube, mais via plein d'autres médias, quoi. Je pense que c'est... Et puis il faut mettre un visage, je pense aussi sur le créateur. Je pense que c'est important. Les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter si vous voulez vous lancer dans la sculpture. Faire trop compliqué. Ouais, commencer ultra simple. En fait, mais je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, hein. Mais commencer par des trucs basiques, vraiment simples, et, et progresser progressivement, tout simplement. Cherchez pas à faire tout de suite un truc de ouf, parce que là, vous allez vous décourager. Ça, ce serait l'erreur principale. Et la deuxième erreur, ce serait de ne pas attendre d'avis extérieurs. Au contraire, il faut les prendre. Et de préférence sur des gens qui vous aiment pas. Il vaut mieux avoir l'avis d'un ennemi que l'avis d'un ami. C'est ça que je veux dire par là. C'est que l'ennemi, enfin l'ennemi, je mets ça au sens large du terme, hein. Quelqu'un qui aime pas trop votre travail ou autre, s'il prend quand même un petit peu de temps pour construire son argumentaire, pour critiquer de manière négative votre production, euh, c'est ultra précieux ça. C'est vraiment ultra précieux parce que vous avez quelqu'un qui ne va pas utiliser de gants pour vous parler, euh, et qui, euh, et qui du coup faut se remettre en question. Voilà, en gros on en vient à ça, la remise en question, être capable de se remettre en question, c'est ultra important. Et il faut aimer le faire en plus aussi. Il faut aimer se remettre en question. C'est pas juste bon allez, faut que je reprenne ça à zéro parce que c'est vrai que là-dessus j'ai déconné. Non, il faut être curieux de soi-même, quoi. Être curieux de soi-même. Ok, là il y a ça a chié. Pourquoi j'ai réfléchi comme ça, pourquoi j'ai agi comme ça. De la curiosité envers soi-même. Mes perspectives futures, vos projets futurs et vos ambitions pour les années à venir. Plein de trucs, ce serait trop long. Jeu de rôle, sans aucun doute. Voilà, j'ai Epic History Battle qui me tient très à cœur aussi et que j'aime beaucoup et j'arrête pas d'y jouer d'ailleurs, même avec mes gosses et avec des copains. Epic History Battle, donc jeu de figurines, à mi-chemin entre Wargame à l'ancienne, avec des cases, un très léger côté jeu de société, mais surtout beaucoup de stratégie et de tactique. On peut jouer avec n'importe quelle figurine. C'est prévu pour faire toutes les périodes. En ce moment, au moment où vous allez voir cette vidéo, il sera peut-être fini, je sais pas. Mais il y a le projet sur la Première Guerre mondiale. J'ai déjà fait la Seconde Guerre mondiale avec 4 ou 5 nations. C'est du petite échelle, ça se joue en 15 mm. Il y a un système de tuiles pour créer son plateau de jeu. Ce truc-là, il me tient très très à cœur et je vais le continuer sans aucun doute. D'ailleurs, il y a des nouveautés qui arrivent là-dessus, une version fantastique. Et jeux de rôle, parce que je suis un très très gros passionné de jeux de rôle depuis toujours, de grandeur nature aussi. Je suis orga de grandeur nature, et joueur, évidemment. Mes jeux de rôle, ouais, j'ai plusieurs trucs dans les tiroirs, dont un qui va arriver bientôt. Voilà, bientôt, entre guillemets. Quand je dis bientôt, c'est dans l'année, quoi. Un qui me tient très très à cœur et qui devrait arriver bientôt. Mais pour le moment, je vous en dis pas plus. Il y a des gens du Discord qui en savent un petit peu plus. Euh, Comment la communauté a influencé mon travail? Eh ben, en me disant ça c'est de la merde et ça c'est bien, tout simplement. Vraiment, hein, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Faut les écouter, pas toujours, mais faut les écouter. Ce que je veux dire par pas toujours, ça va être un peu entre guillemets négatif à votre égard pour ceux qui me soutiennent mensuellement, mais euh, des fois vos demandes sont ultra pertinentes. C'est d'ailleurs 95% des cas, c'est ultra pertinent. Et il y a beaucoup d'autres demandes qui sont soit ultra niches,
et du coup, je vais le faire que pour toi, et du coup, je peux pas me permettre de faire ça. Enfin, ou alors il faut me payer en plus parce que sinon c'est pas rentable du tout. Donc il y en a beaucoup qui sont ultra niches, des demandes qui sont ultra niches et je sais que ça marchera pas. Et d'autres qui sont des demandes où les gens sont persuadés qu'ils veulent ça, et quand tu leur as fait, ils disent ben, en fait c'est pas ça que je voulais. Donc voilà, il y a ça aussi. Mais sinon, ouais, il faut écouter la communauté tout simplement, quoi. Euh, Lancement et promotion, ça on s'en fiche. Et voilà. Et voilà, globalement, on a fini. On a fini, en tout cas, sur la liste principale. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au FAQ, donc la foire aux questions, parce que j'en ai reçu pas mal. Je vais pas toutes les faire en une vidéo parce que ce serait vraiment trop long. Et puis là, la vidéo est déjà longue. Mais on va passer à la FAQ. Alors, on a Itiloline qui me demande une idée de la prochaine armée que tu veux sortir pour Epic History Battle. Pour Epic History Battle, ce sera pas une armée complète, mais plusieurs qui vont arriver bientôt. Et ce sera probablement la version médiévale fantastique d'Epic History Battle, avec plusieurs armées et des décors, et du coup les cartes associées à cette manière de jouer. Et je sais pas quand ce sera, mais dans l'année, probablement. Ensuite, nous avons Barbas qui me demande, question principale, pourquoi tu ne tapes pas plus dans les bits Warhammer 40 000? Je sais que tu as des problèmes avec Games Workshop, mais tu faisais des unités entières. Je vois plusieurs Patreons où les gars font des bits compatibles, mais complètement différents et 10 fois mieux que Games Workshop, et qui obligent à acheter une boîte Games Workshop car la fille n'est pas entière. Elles ne sont pas embêtées car ça tient depuis un moment, donc pourquoi tu ne tapes pas dedans, sachant que 40 000 est certainement le jeu qui réunit le plus de joueurs? Sans aucun doute que 40 000, c'est l'univers qui cartonne le plus aujourd'hui. Pourquoi je fais pas de bits? Déjà parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, mais que je connais pas assez bien. Ensuite, je pense que pour faire du bits, enfin, alors le bits, pour ceux qui savent pas, c'est des pièces de figurines, des épaulettes, des têtes, des casques, des backpacks, des armes, ce genre de trucs. Euh, et qui viennent donc, qui sont parfaitement compatibles avec les figurines officielles de Games Workshop. Si je fais pas ça, déjà parce que il y a un marché ultra concurrentiel, il y a vraiment vraiment beaucoup de gens qui font ça. Et ensuite, je pense que pour faire ça, il faut être passionné de Warhammer 40 000. Et j'adore 40 000, mais c'est pas l'univers qui me plaît le plus. Pas du tout. Je serais plus Warhammer The Old World. Et du coup, et en plus, pour faire ça et pour bien le faire, le top, c'est d'avoir des figurines. Pour concrètement se rendre compte et faire des choses pertinentes, se rendre compte de qu'est-ce qui manque, pourquoi et puis la position exacte, la forme des objets, etc. Et 40 000, moi j'ai Conquest, je dois avoir une ou deux boîtes à droite, à gauche de figurines. J'ai la boîte Léviathan, elles sont magnifiques les figurines, mais j'ai pas une collection non plus de gros malades quoi, de figurines de 40 000. Donc ouais, et puis en plus les gens me connaissent surtout pour l'historique. Et autre point, je me suis rendu compte depuis 2-3 ans maintenant, aller sur les univers où il y a déjà des mastodontes créateurs qui font de la figurine, c'est s'attirer des emmerdes. Parce qu'en fait, si c'est pas Games Workshop qui vient vous striker, qui vient vous faire une plainte à votre rencontre, au début, il y avait une bonne ambiance entre les créateurs. Et je trouve que cette ambiance est en train de se dégrader de manière assez ouf. Parce que ça se tire dans les pattes sans cesse pour tenter de ralentir l'autre, en fait, tout simplement, et de passer au-dessus et de devenir le créateur qui fait les Space Marine parfaits, compatible Games Workshop, machin, machin. Et du coup, au début, il y avait une bonne ambiance, on se regardait tous, on s'échangeait même des conseils. Et là, aujourd'hui, les créateurs, enfin, je le vois moi, depuis que je me suis mis à faire du proxy pour des armées médiévales fantastiques d'un univers bien connu, j'ai pas que Games Workshop qui m'embête. J'ai aussi d'autres créateurs qui font la même chose et qui commencent à venir me tirer dessus, quoi. Alors que sur deuxième guerre mondiale, l'historique, pour le moment, je n'ai eu absolument aucun problème. Donc pas, il y a aussi le fait, pas envie de m'attirer d'emmerde, mais surtout parce que je connais pas assez bien cet univers. Je préfère faire du proxy pour The Old World.
Phébus, petit Phébus, qui me demande quid des carrières d'argile, des têtes d'Allemagne et des projets environnementaux. Oui, parce que si avec ma chérie on s'est installé dans la région, et déjà c'est parce que c'était la seule qui nous permettait de le faire, parce que financièrement c'est pas cher, et qu'on voulait du terrain, beaucoup de terrain, on a une dizaine d'hectares, et du coup on s'est rendu compte d'une problématique bientôt à proximité. Bah, comment ça se passe? Ça se passe, mais je vous ferai des vidéos probablement sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que sur le plan environnemental, je suis pas un youtubeur écolo ou je ne sais quoi. Je suis même pas sûr d'être moi-même euh, entre guillemets écolo. Enfin, voilà, je travaille sur YouTube, enfin, sur Internet, je fais de l'impression 3D avec de la résine dégueulasse. Non, c'est des sujets qui sont pertinents pour moi et dont il faut absolument qu'on se mêle, tous, sans aucun doute. Je suis même pas sûr d'être 100% écolo, enfin, faut se regarder en face, quoi, aussi. Par contre, et du coup, je suis pas sûr de faire des vidéos vraiment que sur ce sujet-là. Par contre, refaire des vidéos dans le jardin et tout le bordel, ça, carrément, quoi. Quid de ton projet du Tour de France? Oui, parce que j'avais eu l'idée il y a quelques temps, mais en fait, j'aimerais bien trouver quelqu'un d'autre pour le faire avec moi, et de préférence quelqu'un aussi qui serait présent sur YouTube. J'en avais parlé à Ivy de ça. Parce que le top, ce serait que je trouve un motard, un autre motard. Je suis motard, et j'aimerais bien trouver un autre motard. D'ailleurs, si un youtubeur ou quelqu'un, un acteur du milieu de la figurine entend ce truc-là et qu'il est motard, mon idée serait de faire un Tour de France avec les tentes sur les motos. Donc plutôt des motos tout-terrain. Enfin, voilà, pas de la moto de course, quoi. Qu'on puisse passer aussi dans les petits chemins et tout. L'idée, c'est de foutre les tentes et de faire un Tour de France à moto, d'aller voir les autres personnes, les autres acteurs importants du milieu de la figurine en France, et de faire le Tour de France et de filmer, de faire un vlog aussi sur le voyage, qui est aussi important. Pourquoi pas même de faire une figurine, si pourquoi pas d'ailleurs, faire des séances de peinture en pleine nature, à côté de la tente et du feu de camp, faire une bataille de figurines, une escarmouche avec pas trop de figurines et tout ça, mais pourquoi pas voilà, dans la nature. Et puis le road trip, le côté road trip, ça c'est vraiment quelque chose qui me chauffe. Mais il faut que je trouve quelqu'un parce que tout seul, ça va faire trop j'irai dormir chez vous. Que j'adore, hein, c'est une émission géniale. C'est vieux, mais c'est une émission géniale. Je sais pas si ça existe encore. Mais ouais, pas tout seul. J'aimerais bien trouver voilà, un autre biker qui soit un peu présent sur les réseaux, et un ou plusieurs d'ailleurs, ou une d'ailleurs, on s'en fiche, et faire comme ça un tour de France, et aller dans un Games Workshop, aller dans un magasin revendeur, aller dans une association, euh, des lieux importants aussi des grands créateurs, etc. Enfin bref. Donc ça, où ça en est, il faut que je trouve quelqu'un qui veut le faire avec moi. Ivy, si tu m'entends, l'idée est toujours d'actualité. Est-ce que je propose toujours des services d'impression? Oui, oui, carrément, carrément. Sur mon site internet esquissminiature.fr, vous pouvez, ça par contre je le précise, vous pouvez acheter des fichiers 3D, mais il y a un petit menu déroulant à droite où vous pouvez choisir l'échelle à laquelle vous voulez le commander en version physique, tout simplement. Comptes-tu limiter ton esprit créatif et tes compétences à la figurine de jeu, et ou l'élargir à des domaines très différents? Ça reste quand même la figurine. Enfin, c'est de ça que j'aime le plus. Par contre, je l'élargis de plus en plus avec le cosplay, entre guillemets, je mets ça au sens large du terme, en fait avec les univers toujours fantastiques, et avec la création d'objets pour les escape rooms, pour le jeu de rôle grandeur nature, pour la déco, un écran de maître de jeu, ce genre de choses. Je suis pas sûr d'aller ailleurs. Je suis pas sûr d'aller ailleurs. Et puis je n'ai certainement pas un niveau suffisant pour faire de la peinture, de la sculpture sur toile, j'entends. De la sculpture, si à la limite peut-être, mais il faudrait que j'y passe beaucoup de temps et ça m'attire pas plus que ça. Donc non, aller vers les arts, un peu plus les arts, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et oui, j'adore le pastis landais, Phébus. Ensuite, on a Chewbacca. Chewbacca qui me demande quel est ton ratio création 3D et impression dans ta journée. Bah, en fait, quand je suis en train de sculpter, mes imprimantes peuvent tourner. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire de ratio. Lancer un print, ça prend littéralement
5 minutes aujourd'hui, quoi, même pas. Donc, ce qui me prend du temps, c'est d'observer mes crash tests. Donc, la phase de crash test, c'est le moment où j'ai fini de sculpter une figurine, où je pense avoir fini de sculpter une figurine. Je l'imprime pour voir le rendu entre les mains, dans les mains, avec plusieurs résines différentes quand c'est de la figurine. Une résine pas chère et une résine chère, pour avoir un panel quand même de résultats. Et ensuite, ça me prend du temps, c'est que je vais prendre la figurine, je vais l'observer vraiment sur toutes les coutures et me rendre compte s'il y a des problèmes ou pas de problème. Et puis du coup, avoir des modifications à faire sur le fichier s'il y a des problèmes. Mais je vous cache pas que cette étape devient de plus en plus rapide parce qu'avec le temps, bah, tu finis par comprendre ce qui marche pas au moment de la sculpture. Et du coup, tu gagnes du temps sur la phase de crash test derrière, tout simplement. Et ben voilà, c'était ta seconde question, le prototypage. La phase de crash test, c'est et de réparation du fichier. S'il y a eu des erreurs, ça doit représenter 5% de mon temps. Donc en fait, c'est pas le plus long. Au début, c'était vachement long. Au début, je devais être à 50-60%, quoi. Parce que t'as pas l'expérience du retour, mais aujourd'hui, c'est même pas 5%, quoi. Et tu me demandes aussi la rentabilité de ton modèle. C'est impossible à calculer. D'ailleurs, euh, j'en viens à parler de deux trucs là-dessus. La rentabilité du modèle et la rentabilité tout court. Il faut savoir que moi, si je fais le calcul, je suis moins bien payé qu'un Chinois à l'heure. Que les choses soient claires. Vu le nombre d'heures que je travaille, très clairement, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Mais je m'en fiche, c'est pas le sujet. Et je suis pas en train de me plaindre, absolument pas. Et ensuite, la rentabilité d'une figurine, ça dépend énormément de plein de choses. Ça dépend. Le truc qui a le plus marché, c'est les rouleaux à texture sur lesquels j'ai passé finalement très peu de temps, à côté d'autres trucs. Donc, la meilleure rentabilité que je puisse avoir, finalement, c'est sur des projets complets. Et souvent, c'est sur le lancement d'une nouvelle gamme. Ça, c'est assez rentable parce que je vais bosser X mois sur un truc, et d'un coup, il va y avoir entre 5 et 10 000 balles qui vont tomber. Donc ça, c'est assez rentable. Et le retour ensuite derrière, il faut savoir que les ventes, ensuite, une fois que le projet est sorti, ou que les fichiers 3D sont sortis sur Patreon ou Tribe ou je ne sais quoi d'autre, ou Tipeee, ils sont en vente. Bah, c'est pas grand chose ça, hein. Vraiment, ça, partie du principe que c'est les ventes, c'est cool, ça commence à être sympa, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc calculer la rentabilité d'un modèle, c'est très très dur. Vraiment très dur. J'ai The Big Red Machine qui me pose des questions sur des vidéos de visite de lieux importants de l'histoire. Je vais laisser ça à des professionnels qui savent mieux parler de l'histoire que moi. Moi, je suis un passionné d'histoire, j'adore ça, mais je pense pas savoir en parler correctement. Et je pense, ouais, tout simplement. Et du coup, il y en a qui font ça déjà très très bien. Et du coup, voilà, de manière occasionnelle, s'il y a vraiment un sujet ou une opportunité qui se présente à moi, oui, mais je suis pas sûr que je vais pousser vraiment dans cette direction. Et est-ce que je serai aux commémorations du 4 septembre 44 à Sennecey-le-Grand? Oui, carrément, carrément. Et d'ailleurs, je serai probablement avec ma chérie. Et puis en plus, il y a des figurines à moi sur un diorama que tu es en train de faire, il me semble. Il m'en reste pas beaucoup. Bifrost Miniature Painting. Ah bah tiens, je vais faire un peu de pub pour lui, un copain, David Coucou, peintre qui est en train de se lancer à son compte. Bifrost Miniature Painting. Il le fait déjà depuis quelques temps, mais là, il va faire ça, entre guillemets, à temps plein, enfin, je crois. Après, il faut voir avec lui. Il a un très bon niveau de peinture, voilà. Merde, j'ai même pas lu ce qu'il me demande. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Bifrost Miniature Painting, c'est très très cool ce qu'il fait. Et c'est quand même un spécialiste de peinture de figurines Games Workshop. Comment optimises-tu ton temps sur la productivité? Ça, c'est une putain de bonne question. Mais limite, ça pourrait être le sujet d'une vidéo. Comment j'optimise mon temps? Je laisse mûrir. De plus en plus. Quand j'ai l'idée d'une nouvelle figurine ou d'une nouvelle série de figurines ou même d'un nouveau projet en tête, euh, j'attends qu'il soit prêt dans ma tête, vraiment, beaucoup plus qu'avant, avant de me lancer dans la sculpture.
Et ça me fait gagner du temps parce qu'avant, je tâtonnais énormément à la sculpture parce qu'en fait, le projet n'était pas mûr dans ma tête. Alors qu'aujourd'hui, bah, comme je vous l'ai dit, j'écris beaucoup. Et en écrivant, ça me permet ensuite, quand je vais venir relire mes notes, de me rendre compte de non, en fait, ça, faut pas que je fasse comme ça, faut pas que je fasse comme ça, faut pas que je fasse comme ça. De reprendre le truc, de le faire mûrir. Et une fois qu'il est mûr, je me mets à la sculpture. Donc ça, c'est... Alors qu'avant, je vous dis, je tâtonnais, mais c'est ça aussi qui m'a permis de progresser en sculpture. Aujourd'hui, de moins en moins. Ensuite, comment envisages-tu l'avenir de ton métier de maker? Quelles seraient tes options d'évolution à l'aune des IA génératives, des modèles 3D? J'en ai aucune foutue idée. Je vais continuer tant que ça me plaît et tant que j'arrive à en vivre. Et sachez juste, parce que ça on me l'a demandé, est-ce que ça m'inquiète? Pas une seule seconde. Mais alors vraiment pas. L'IA c'est l'IA et puis même d'autres choses quoi. Euh, Évidemment que ça m'embêterait de perdre mon travail demain, de ne plus pouvoir en vivre, mais je n'ai aucun doute sur ma capacité à rebondir et à faire autre chose. Donc oui, j'ai envie de continuer sans aucun doute. Je vais continuer tant que je peux, mais si ça doit s'arrêter demain, c'est pas grave, je ferai autre chose. Voilà, tout simplement. Et concernant les IA, non, c'est un super outil. Il faut juste savoir apprendre à s'en servir correctement. Ça fait peur à plein de gens, mais je pense que quand on a inventé le marteau, un gros marteau avec un manche en bois et un truc en fer, bah ça a fait peur aux gens parce qu'avec un gros marteau, on peut exploser des crânes. Et puis il y a quand même une immense majorité des gens qui sont servis pour planter des clous, quoi. Et du coup, ça a augmenté la productivité, ça a été intéressant, etc. Bah, c'est pareil pour l'IA, enfin, je le vois un peu comme ça, c'est que l'IA, ça fait très peur parce que ça peut faire des trucs dangereux, mais il faut savoir s'en servir, tout simplement. Le passage d'auto-entrepreneur à celui de SASU ou autre forme juridique est-il un préalable à un agrandissement de ta structure ou juste pour gagner en crédibilité et compétitivité? Alors, c'est super intéressant, hein, David. Je vais essayer de faire court, parce que ça peut être le sujet d'une vidéo, et puis d'ailleurs, on pourra peut-être même en parler ensemble dans une vidéo. Si tu te lances à ton compte, ça pourrait être super intéressant. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, j'envisage de changer, mais pas pour la thune. En fait, pour moi, il y a un truc qui n'a aucune commune mesure de valeur que le temps et le plaisir. Voilà. Demain, tu peux me proposer un métier à 100 000 € par mois où je fais du 8h, 17h. Non, ça va, merci. C'est gentil, mais j'en veux pas. Du coup, là, si je veux passer dans une autre forme juridique, c'est même pas pour des raisons financières, parce que c'est vrai que ça pourrait commencer à devenir intéressant de réduire mes charges et tout le bordel. C'est même pas pour des raisons financières, c'est plus pour l'avenir. Il y a des trucs auxquels, bon, j'ai que 40 ans, 40 ans ça commence à être sympa, mais c'est encore pas très vieux et j'ai du temps avant la retraite ou autre. Mais c'est surtout que aujourd'hui, si il y a une grosse entreprise qui veut racheter toute ma collection, bah, sur le plan administratif et tout le bordel, c'est extrêmement compliqué et je m'en suis rendu compte avec les demandes que j'ai eues parce que j'ai pas d'existence. Mes produits sont attachés à moi plus en tant qu'artiste qu'en tant qu'entreprise. Alors que si je veux commencer à prévoir la retraite, entre guillemets, si quand j'ai 65 piges, j'ai envie d'arrêter de travailler, ce qui est peu probable, hein, ça aussi, c'est un putain de sujet de discussion, mais c'est peu probable parce que je me vois pas arrêter quoi que ce soit. Mais bref, s'il y a un jour où j'ai besoin d'un gros paquet de fric, eh ben, je pourrais toujours me dire, je vais revendre ma société. Voilà, j'ai dit que je faisais court, donc je fais court. Alors que tu peux pas revendre un statut d'auto-entrepreneur. Tu peux faire des trucs qui sont très très moyen selon moi, c'est revendre ton fichier client à une entreprise qui fait la même chose que toi et qui du coup a une base de clientèle ultra ciblée et ça, elle va l'acheter. Mais ça, moi, c'est no way. Et du coup, si tu as une vraie entreprise, par contre, que du coup, tu as un chiffre d'affaires annuel, etc., il faut savoir qu'une entreprise, ça se vend en gros. En gros, hein, ça dépend de plein d'autres facteurs, mais on peut espérer en tirer le chiffre d'affaires annuel qu'elle fait, à la louche.
Là, je fais très court. Donc si tous les ans tu fais 100 000 euros, et ben tu peux, le jour où tu la revends, après elle est plus à toi par contre, hein, la vendre 100 000 balles. Donc voilà, c'est juste pour ça que je réfléchis à la création, au changement de statut. Avec du recul, ces 4 années, quelles ont été selon toi tes erreurs ou pertes de temps ou regrets? Quelles ont été tes plus grandes joies? Alors, mes erreurs, ça a été, je réfléchis, j'en ai fait, en fait, j'en ai trop fait, et du coup, euh, mais mes erreurs, le problème, c'est que c'est avec ça que j'avance. Du coup, pour moi, elles font un peu aussi partie de mes réussites. Quand je me viande sur un truc, soit que j'ai une mauvaise manière de faire, une mauvaise manière de réfléchir, un mauvais comportement, bah c'est ça qui va me faire progresser. Du coup, je le vois comme une erreur, ça fait aucun doute, mais je le vois pas comme un problème. Au contraire, c'est un truc qui va me faire step up, donc c'est génial, quoi. Mais en gros, dans les 4 dernières années, ça a été peut-être de trop m'éparpiller. Ouais, de trop m'éparpiller sur plein de projets différents, de perdre du temps, de perdre beaucoup de temps à sculpter des trucs qui verront peut-être jamais le jour. Mais en même temps, ça a servi aussi, ça m'a servi à progresser. Et globalement, ouais, non, globalement, c'est ça. Euh, ouais, c'est à peu près ça. Et après, mes plus grandes joies, ouais, elles sont privées. Elles sont privées, mais ça concerne ma vie privée, en fait, ma vie perso. Et sur le plan du boulot, que ça marche, évidemment que ça me rend heureux à 100%. Ça fait aucun doute. Mais mes plus grandes joies, elles sont dans le domaine privé, quoi. Voilà. Très clairement, c'est ça qui compte pour moi avant tout, quoi. Et j'espère que c'est votre cas aussi, parce que c'est important. Quels sont désormais tes objectifs à moyen et long terme? Bah, je l'ai dit déjà, à moyen terme, continuer à fournir des fichiers 3D, voilà. À plus long terme, étendre mon travail en créant des univers originaux que je vais proposer sous plusieurs formes, à savoir jeux de figurines, jeux de rôle, peut-être même jeux de rôle grandeur nature, et livres et romans. Donc ça, c'est le long terme. Et la plus importante, tu dis chocolatine ou pain au chocolat? Je dis pain au chocolat, moi. Dans ma région, on dit pain au chocolat. Et j'ai vu un petit truc il y a pas longtemps, c'est dans le sud, on dit un pain dans la gueule ou une gueulatine, du coup. Ça m'a fait rire. Non, je m'en bats les couilles de cette problématique. Chocolatine, c'est mignon. Pain au chocolat, c'est bon. Voilà. J'ai Targan qui me demande est-ce que je tournerai la suite de Stellar Alliance. Stellar Alliance, c'est un petit test et puis une envie que j'avais sur le moment de faire une vidéo de scénarisée d'une histoire de jeu de rôle, mais illustrée par des figurines. J'ai envie en fait, mais c'est tellement long, c'est vraiment très très long. De la phase d'écriture à la phase de tournage, à la phase de montage, mais vous imaginez pas, hein, j'y ai passé des heures et des heures. Et pourtant, c'est niveau qualitatif, c'est pas ouf, quoi. Donc, ouais, peut-être que si un jour, voilà, j'ai un projet qui cartonne et que du coup j'ai un peu d'argent devant moi et que du coup j'ai un peu de temps devant moi, ouais, certainement, parce que en plus j'ai la suite qui est écrite en partie. Mais voilà, il me faut du temps, tout simplement. Et est-ce qu'il y aura d'autres vidéos de cours sur la conception 3D? Oui, sans aucun doute. J'en avais déjà fait quelques-unes sur Blender et avec une méthode bien particulière, bien à moi, à savoir partir de zéro et c'est pas une méthode scolaire, c'est une méthode de fait et avance. Voilà le chemin. Maintenant marche. En gros, c'est ça. Donc oui, il y en aura d'autres qui seront sur Blender aussi pour venir compléter les premières. Il y en a un sacré paquet qui ont déjà été tournés. La seule problématique majeure que je retrouve avec ces putains de vidéos de formation, d'ailleurs ça doit être un casse-tête pour les formateurs 3D, c'est qu'en fait on est dans une phase avec l'arrivée de l'intelligence artificielle où les logiciels changent et ont des mises à jour à une vitesse mais complètement folle. Et du coup, des trucs que dans la vidéo je montre et que tu peux faire chez toi en 30 minutes, aujourd'hui c'est un clic. Et du coup, c'est un peu con. Alors, c'est toujours intéressant pour les gens d'avoir le cheminement de comment le faire. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des trucs qui se font en un clic. Et du coup, pourquoi s'emmerder à faire avant, en fait?
Donc il y a cette problématique-là, et puis ensuite il faut que je les monte, je les ai toujours pas montés, et tout ça. Donc voilà, et je vous fais des bises à tous ceux qui m'ont posé des petites questions. J'en ai encore 2 pages, mais on va arrêter là. Là, ça fait 1 heure que je suis dans la forêt, c'est trop cool, j'adore ça. Mais ça commence à être un petit peu long comme vidéo. Vous avez vu, on a fait une petite cabane, mes gamins. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finite. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, intéressé. Je pense qu'on doit être à plus d'1 heure déjà. Et ça suffit en tout cas pour le premier. Peut-être qu'il y aura une suite, très certainement qu'il y aura une suite. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais du coup aller m'attaquer au montage de cette petite vidéo et vous la mettre en ligne le plus rapidement possible. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne peinture, bon jeu, bon print, bon plein de trucs. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.